Bienvenue, Infilami est un Infinix Note Edge et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces et réglages que vous pouvez faire sur cet appareil. Alors, pour commencer, ouvrons nos paramètres et je vais être honnête, ce ne sera rien de compliqué, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour chercher comme les choses les plus profondes que vous pourriez probablement trouver. Donc soyez simplement prévenus dans tous les cas. Ceci étant dit, nous pouvons commencer par descendre un peu plus bas et vous verrez Infinix IA. Ignorez complètement cela. Je ne fais pas partie de ces YouTubers qui parleront des bêtises sur l'IA de toute façon. Dans la section fond d'écran et personnalisation, nous avons une section générale où vous pouvez personnaliser l'apparence de votre appareil. Donc nous avons des éléments comme les thèmes, l'affichage permanent, les icônes, les polices et ainsi de suite. Et vous pouvez faire une personnalisation plutôt correcte ici. Maintenant, une chose intéressante ici, c'est par exemple avec vos fonds d'écran, l'une des choses, disons, que vous pouvez faire de nos jours, c'est par exemple l'une de ces choses. Donc, si vous regardez les icônes, elles sont derrière le sujet du fond d'écran. Vous ne pouvez pas vraiment déplacer les icônes, par exemple en dessous, car elles seraient alors derrière le sujet, donc cela vous en empêche en quelque sorte. Mais vous pouvez configurer certains types de fonds d'écran qui fonctionneraient essentiellement comme ceci. Voyons maintenant si je peux comprendre comment faire cela, car je ne l'ai pas configuré moi-même. Voyons, cela ne fonctionnera probablement pas, car c'est trop haut. Attendez une seconde, voyons voir un peu. Non, laissez-moi examiner tout cela de plus près et plus attentivement. Y a-t-il quelque chose ici ? Alors, l'une des choses que nous devrions pouvoir faire ici est la même chose que vous pouvez voir. Donc cela dépend vraiment du contenu qui est visible en ce moment. Cela interagit un peu avec l'horloge, mais si vous poussez trop loin, vous pouvez voir que cela est alors repoussé vers l'arrière. Donc si le fond d'écran ou le sujet principal du fond d'écran prend trop de place sur ce fond d'écran, il sera repoussé, normalement, comme tous les autres fonds d'écran, vers l'arrière. Mais vous avez l'option, si vous avez certains types de fonds d'écran, vous en aurez besoin. Vous pouvez, vous savez, jouer avec ça, comme vous pouvez le voir lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière. En le déplaçant de gauche à droite, cela l'ajuste automatiquement afin que vous puissiez trouver la position que vous souhaitez. Orientez le sujet de votre fond d'écran pour qu'il interagisse comme vous le souhaitez avec les autres éléments à l'écran. Bref, ensuite je vais passer à l'affichage permanent et ici, si on l'active, on peut modifier certaines des options de l'affichage permanent. Donc ici, disons que nous avons les paramètres relatifs à l'affichage et nous avons également plusieurs paramètres de widgets. D'accord, donc ici, nous pouvons ajouter ce qui sera visible, comme par exemple le niveau de la batterie, la météo, le podomètre, qu'est-ce que c'est la santé, et quelques autres. Maintenant, si on revient ici, si on commence à faire défiler vers le bas, on aura plein d'options pour personnaliser l'apparence de l'affichage permanent. Cependant, je veux quand même mentionner rapidement que tout ce que vous ajoutez en termes de glamour à l'affichage, cela signifie en gros que si vous utilisez votre propre affichage permanent, donc en ce moment, tel quel, tout ce qui est visible, en fait, vous savez, consomme de la batterie. Donc, quand vous ajoutez un peu plus de glamour, peut-être un certain type de design comme celui-ci, regardez combien d'espace cela va prendre. En fait, ça ne prend pas tant de place que ça pour être honnête. Donc, cela pourrait même consommer moins d'énergie que l'horloge d'origine qui était activée par défaut. C'est justement ce à quoi je faisais référence. Selon la quantité de contenu visible à l'écran avec l'affichage permanent, et si vous utilisez l'affichage permanent en continu ou selon un planning. Peu importe. Cela aura un impact sur l'autonomie de votre batterie, donc en général, si vous voulez l'affichage permanent, je vous recommanderais de choisir quelque chose qui prend le moins de place possible. Donc par exemple, voyons ce que nous avons.
Je suppose que quelque chose comme ça pourrait probablement prendre très peu de place. Voyons voir. Oups! Oui, donc là, ça prend quasiment un minimum d'espace. Donc si vous regardez attentivement ceci, tout ce que nous avons ici sous les yeux, les petites aiguilles de l'horloge ainsi que les différents repères visuels, ainsi que le jeudi 2 avril, c'est la seule partie. C'est en fait cette partie qui éclaire l'écran. Le reste de l'arrière-plan à l'écran correspond à l'écran qui est réellement éteint. Donc quoi que vous choisissiez ici, plus il y a de contenu visible, plus une grande partie de l'écran doit être allumée, et plus cela consommera de batterie. C'est pourquoi je vous recommande de choisir quelque chose qui prend le moins de place possible. De cette façon, vous pouvez aussi vous permettre de le faire fonctionner un peu plus longtemps, de manière plus permanente, au lieu de la version de 10 secondes que nous avons ici, ou 5 secondes, peu importe ce que c'est maintenant. Évidemment, il y a d'autres options que vous pouvez personnaliser ici. Je ne vais pas toutes les passer en revue. Passons donc à l'affichage et à la luminosité, et ici nous avons le thème clair et sombre tout en haut. Et cela rejoint un peu ce que je disais à propos de l'affichage permanent, donc tout ce qui est en mode sombre et utilise... Non, pas maintenant. Désolé, je recevais un appel. Bref, tout ce qui utilise un fond entièrement noir. Donc ce n'est pas très visible pour l'instant. Laissez-moi juste augmenter l'exposition et peut-être aussi nettoyer un peu l'écran. Ce sera donc un petit peu plus visible, et ce dès maintenant. Encore une fois, c'est à peine visible. Vous pouvez le voir un peu en biais ou je peux simplement augmenter l'exposition à des niveaux encore plus fous. Voilà. Donc tout ce qui est complètement noir, comme cette zone juste ici et autour du texte ici, ces parties de l'écran sont en fait complètement éteintes. Aucun courant n'est envoyé à l'écran à cet endroit, là où il n'y a que du noir pur. Mais pour celle-ci, où il y a juste une légère teinte grise, c'est très subtil. Là, je surexpose complètement la caméra en ce moment. Comme vous pouvez le voir, ma main ici, c'est carrément la seconde venue du Christ. Donc même si c'est à peine visible, il y a de l'énergie envoyée à l'écran pour allumer ces pixels, afin qu'ils produisent cette sorte de gris. Donc avec cela en tête, il suffit de ramener l'exposition à des niveaux raisonnables. Donc avec cela en tête, vous pouvez utiliser le mode sombre ou le mode clair, mais avec le mode sombre, vous aurez, dans certaines applications, et selon l'organisation visuelle, appelons ça comme ça, différents niveaux de batterie. Et évidemment, cela pourrait augmenter l'autonomie de votre batterie de manière générale par rapport au mode clair. Donc si vous aimez que votre appareil tienne le plus longtemps possible, surtout avec l'affichage permanent, cela pourrait être un bien meilleur choix. Maintenant, je veux juste vous prévenir. En général, lorsque vous allez par exemple sur votre écran d'accueil, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est aussi lumineux qu'avant, même si c'est sombre ici, contrairement au blanc qu'il y avait auparavant. Cela consomme toujours de l'énergie. Tout comme le fond d'écran et les icônes. Rien n'a changé pour eux, donc ils consomment autant d'énergie qu'avant. Mais certaines applications passent en mode sombre, comme les réglages, ce qui réduit la consommation d'énergie de l'écran. Maintenant, si l'on fait défiler plus bas, on a quelques options comme le taux de rafraîchissement de l'écran, qui, pour une raison quelconque, est réglé sur standard. Je n'avais même pas remarqué que c'était en standard. Je commence peut-être à vieillir. Ouf. Bref, ici, vous pouvez voir que nous avons 3 options différentes. En réalité, il n'y a que 2 options. Si vous regardez Auto Switch et élevé, c'est à peu près la même chose. Donc, il bascule automatiquement vers le taux de rafraîchissement optimal de l'écran en fonction du scénario, en équilibrant l'affichage fluide et l'autonomie de la batterie. C'est juste une façon compliquée de vous dire que il va monter jusqu'à 120 images par seconde selon le contenu, ce qui, si vous lisez l'option élevée, signifie jusqu'à 120 Hz pour certaines applications. Bon, je ne suis peut-être pas un as des mots ici, mais je vois clairement que ces 2 options sont en fait exactement les mêmes. Juste parce qu'ils ont formulé les phrases un peu différemment, les deux montent jusqu'à 120 images par seconde, et honnêtement, c'est un peu bizarre qu'on ait ces 2 options. Mais de nos jours, j'ai commencé à voir ça. Sur le 2e téléphone, puis je vois ça. Le premier, c'était Xiaomi. Les entreprises vous donnent cette option.
Donc quand vous sélectionnez élevé ou chez Xiaomi, je crois que c'est personnalisé, vous avez la possibilité d'aller dans le taux de rafraîchissement et de sélectionner quelle application fonctionnera à quel taux de rafraîchissement. Donc c'est une option incroyable. J'adore vraiment ça et j'espère que tous les appareils recevront ce genre de mise à jour pour que nous puissions tous en profiter. Il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles certaines applications devraient fonctionner à un taux de rafraîchissement élevé et pourtant elles le font. Donc laissez-moi vous donner un exemple. Bon, il n'y en a pas vraiment, mais d'accord, YouTube pourrait en être un. Actuellement, YouTube est réglé sur 90, mais nous pourrions par exemple le régler sur 60. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi? Pourquoi ferais-je cela? Et la raison, c'est que n'importe quelle vidéo sur YouTube sera lue à un maximum de 60 images par seconde. Donc si vous le réglez plus haut, il y a du contenu en mouvement, ce qui fait que le téléphone passe automatiquement à un taux de rafraîchissement plus élevé que celui du contenu que vous regardez. Et le contenu que vous regardez ne peut atteindre qu'un maximum de 60 images par seconde. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller au-delà. La seule différence, c'est lorsque vous faites défiler vers le haut ou vers le bas, comme ici par exemple, en faisant défiler, vous serez limité au taux de rafraîchissement que vous avez sélectionné ici. Donc si c'est 60 et que vous faites défiler le fil d'actualité YouTube, ce sera aussi en 60. Donc cela sera moins agréable à regarder qu'en 120. Mais l'avantage ici, encore une fois, c'est l'autonomie de la batterie. En choisissant un taux de rafraîchissement plus bas, puisque vous n'avez pas besoin d'en utiliser un aussi élevé, vous obtenez une meilleure autonomie. Et à part ça, vous ne perdez pas grand-chose. Le seul inconvénient, c'est lorsque vous... Ok, laissez-moi juste vous montrer. YouTube, YouTube, YouTube. Où est-ce que c'est, bon sang? Voilà, YouTube. Donc quand vous avez votre... Pas de connexion Internet, d'accord? Donc lorsque vous avez simplement du contenu général affiché ici et que vous faites défiler vers le haut ou vers le bas, cela fonctionnera aussi à 60, donc ce sera un peu plus saccadé, moins fluide, et c'est le seul inconvénient. Mais dès que vous lancez une vidéo et commencez à la regarder, il ne devrait pas y avoir de différence perceptible entre 60 et 120. Même si techniquement cela fonctionne 2 fois plus vite, qu'il y a 2 fois plus d'images affichées à l'écran, le contenu que vous regardez n'affiche pas 2 fois plus d'images. Votre écran essaie simplement d'afficher maintenant le double du taux de rafraîchissement du contenu que vous regardez, mais il n'en fait rien de plus. Donc, cela va simplement gaspiller votre batterie. Et c'est une option fantastique que j'espère voir sur tous les téléphones à l'avenir. Car cela vous offre une très bonne polyvalence dans ce que vous pouvez faire. Ce qui vous permettra également de faire fonctionner votre écran à des taux de rafraîchissement élevés tout en optimisant l'autonomie de la batterie, ce qui est vraiment appréciable. Maintenant, à part ça, si vous ne voyez pas beaucoup de différence entre 60 et 120, ce qui est le cas de certaines personnes, alors je vous recommande de rester en mode standard. Cela vous offrira la meilleure autonomie de batterie. Maintenant, si vous voyez une différence, je vous conseillerais vraiment de choisir le mode élevé et de régler les spécifications des applications ici. Ainsi, nous pouvons personnaliser quelle application utilise des taux de rafraîchissement spécifiques. Par défaut, il semble qu'elles soient toutes réglées sur 90. Vous pouvez donc évidemment changer celle que vous souhaitez. Sachez simplement que toute plateforme de streaming proposant du contenu comme des films, des séries, des vidéos et ce genre de choses qui ne tournent pas directement sur votre téléphone sera, dans la plupart des cas, limité à 60 images par seconde au maximum. Même les plateformes de streaming qui diffusent des séries et des films, en réalité, le contenu que vous regardez là-bas est encore plus bas. C'est à 24 images par seconde, donc dans tous les cas, vous ne pouvez aller que jusqu'à 60. Donc restez sur cette option et cela vous permettra d'avoir une bien meilleure autonomie de batterie. Maintenant, si on continue ici, on a une petite redirection vers la navigation système qui, je crois, se trouve dans les paramètres système. Et vous pouvez choisir entre les boutons ici ou les gestes ici. De plus, on peut faire quelques réglages, par exemple augmenter ou diminuer la sensibilité des gestes, plus précisément celle de retour, donc celle où vous faites glisser la flèche depuis le côté. Donc si j'augmente la sensibilité, en fait, ça ne le surligne pas, d'accord, mais en l'augmentant, je peux maintenant balayer vers le haut depuis plus loin sur l'écran pour activer le geste. En général, vous avez, laissez-moi voir, peut-être qu'il y en a un, mais c'est juste que l'affichage ou le mode sombre le perturbe. C'est ici? Non, il n'y a rien ici.
Donc en général, vous voyez une ligne bleue sur les côtés, juste ici. Cela indique où votre doigt doit se trouver dans cette ligne bleue pour pouvoir en sortir. Pour lancer ce geste, en augmentant la sensibilité, vous étendez en fait cette ligne bleue plus loin dans l'écran, tandis qu'en la diminuant, elle se rétrécit simplement. Vous devez donc être plus précis avec vos gestes de retour. En général, j'aime bien laisser tel quel, ça ne change pas vraiment grand-chose. Mais une autre chose qui change, c'est cet assistant vocal absolument horrible, juste ici. Donc, il suffit de faire un balayage depuis l'un des coins inférieurs pour activer l'assistant vocal. Maintenant, il y a plein de façons d'activer cette horreur. Comme je l'ai dit, je ne suis pas comme les autres YouTubers. Je ne vais pas encenser l'IA et tout ce délire. Moi, je vais vraiment la détester activement. Donc, ça fait partie des trucs que je vais juste laisser tomber. Tu sais, faire un balayage depuis un coin comme ça, je préfère. Peut-être que j'ai juste raté, peut-être que je suis juste complètement bourré, et tu sais, j'essaie de rentrer chez moi, mais je suis tellement à l'ouest que j'y arrive pas. Je n'arrive pas à le faire correctement. Donc j'active un assistant vocal absolument horrible. Je n'en veux pas, vraiment, je n'en veux pas. Donc il peut aller se faire voir, alors maintenant tu ne l'as plus. Tu peux balayer de n'importe quelle façon bizarre depuis un coin, tant que ce n'est pas trop près du bas de la page, et ça te ramènera à l'accueil. C'est donc une chose qu'il peut faire. Et nous avons également ici le bouton d'alimentation. Qui lance quoi? Quoi? Waouh, tu as l'air tellement robotique. J'adore. On devrait avoir les options du bouton d'alimentation juste ici, donc je vais les chercher rapidement. Ah, voilà, nous y sommes enfin. Maintenant, s'il vous plaît, appuyez et maintenez fermement le bouton d'alimentation numéro 2 pendant quelques instants pour continuer. Assistant numérique, tu sais, merci, on va passer à Power Mini. Donc maintenant, quand tu le maintiens enfoncé, ça t'affiche ceci. Encore une fois, c'est juste une autre façon de lancer l'IA et ne t'inquiète pas, je ne les ai pas toutes supprimées. Il y a toujours 3 façons différentes de lancer l'IA, au fait. Donc, les 3 façons différentes sont la voix. La commande vocale, si tu l'as activée, que tu peux activer ici, c'est une façon. La deuxième façon serait simplement de trouver soit Google, soit Gemini, qui sont presque toujours présents sur cet appareil. Quoi? C'est quoi ce délire? C'est pas possible, ce n'est pas là. Apparemment, ce n'est pas là, mais on sait tous où c'est. Soyons honnêtes, personne n'est dupe, comme si on tenait ça. Désolé, pas ça, tu fais ça, voilà, on a de toute façon notre assistant. Donc, il se peut que vous n'ayez pas Gemini en tant qu'application, mais vous pouvez quand même le lancer de cette façon, c'est une autre méthode, et l'application Google vous donne aussi accès techniquement à Gemini, même si ce n'est pas littéralement nommé Gemini. De toute façon, ça interagit un peu avec cette fonctionnalité, et comme c'est Android, cette application est intégrée d'office. Maintenant, je suis presque sûr que si j'allais dans les paramètres, et voilà, paramètres. Et regardons rapidement parce que je suis en fait assez curieux à ce sujet. Où sont donc les applications? Ah voilà, gestion des applications, liste des applis. Pour une raison quelconque, ça n'apparaît pas ici. C'est surprenant, pour être honnête. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas le cas. Normalement, on trouverait Gemini là-dedans. Peut-être que Google a un peu changé quelque chose, mais en tout cas, donc vous avez clairement 2 façons différentes de le lancer, même si on en a déjà désactivé 2. Alors, la dernière chose dont je veux parler, c'est en fait le cercle pour rechercher qui se trouvait dans la navigation système où nous sommes allés. Vous pouvez le désactiver. En fait, j'aime vraiment bien cette option. Même si c'est en partie de l'IA, cette fois-ci, celle-ci n'est pas très intrusive et honnêtement, vous pouvez simplement l'activer avec une action spécifique qui consiste à maintenir la barre en bas. Soit le bouton d'accueil, qui est un cercle si vous utilisez les boutons, soit la barre et cela l'activera. Et ce que cela va faire, c'est analyser ce qui se trouve sur la page et vous donner des options. Par exemple, des choses comme copier un texte qui est ici, donc vous pouvez simplement sélectionner le texte et le copier. Laissez-moi rapidement activer ou me connecter au réseau.
Voilà. Donc maintenant, si je la maintiens, je peux, comme vous pouvez le voir, cliquer sur un texte. Il va le sélectionner et fait automatiquement une recherche dessus aussi. Mais ce n'est pas tout. L'option réelle est bien plus utile. Disons que je vais afficher ceci. Donc ici, à l'arrière, nous avons plusieurs langues différentes visibles, ce qui n'est qu'une fiche technique, n'est-ce pas? Alors prenons notre téléphone, ouvrons l'appareil photo, et vous pouvez soit prendre une photo, soit simplement pointer littéralement la caméra vers ce que vous voulez traduire, comme exemple dans ce cas. Cela lance le cercle de recherche où je l'ai lancé, et il fige tout ce qui était visible à l'écran. Et maintenant, je peux cliquer juste ici sur la traduction, et ça remplace directement le texte. C'était ce qui se trouvait sur la boîte avec la substitution en anglais. Vous pouvez le voir et il vous indique qu'il traduit du chinois vers l'anglais. Techniquement, il y a deux langues différentes. Il y a le chinois et il y a, je pense, comme le japonais. Je crois que c'est ça. En fait, je n'en ai vraiment aucune idée. La plupart du temps, je fais juste une sorte de supposition. Parfois, il vous dira que c'est du chinois, parfois du japonais. Je pense que cela dépend de ce qu'il choisit, car je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc en général, il traduit en fait deux langues différentes en même temps vers l'anglais. Et si on descend, vous pouvez voir que les deux sont traduites. Et en plus, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple trouver des choses aléatoires qui normalement pourraient être un peu plus difficiles à trouver pour vous. Donc disons que je vais juste enlever ma montre, comme c'est généralement un bon exemple. Donc voici une montre, rien de spécial, sûrement pas une Rolex, mais juste en la regardant, vous pourriez avoir du mal à comprendre ce que c'est, à part la marque, n'est-ce pas? Vous ne connaîtriez pas le modèle, et pour être honnête, Timex fabrique une tonne de montres différentes. Certaines peuvent de même se ressembler, mais ils les sortent juste en changeant un tout petit détail, juste l'apparence à peine. Ou vous pourriez avoir exactement le même modèle, juste avec un bracelet différent, et il pourrait avoir un numéro de modèle complètement différent. Donc cela étant dit, je vais rapidement la retourner pour regarder l'arrière, juste pour qu'on puisse jeter un œil rapide au numéro de modèle, et il est où, bon sang? Et voilà donc, comme vous pouvez le voir, exactement juste ici. C'est TW2V24800. Maintenant, la dernière chose qui compte, c'est le 24800. C'est en gros ce qui constitue le numéro de modèle de celle-ci. En la retournant, on peut en fait voir un peu plus d'informations à son sujet, d'une certaine manière parce qu'on peut voir que c'est une montre entièrement automatique, mais ce n'est pas vraiment important. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est ouvrir l'appareil photo, cette fois-ci. Tu sais quoi? Je vais simplement en prendre une photo. Voilà. Et avec cette photo, garde à l'esprit, comme je te l'ai dit, je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai littéralement juste vu ça au poignet de quelqu'un, j'en ai pris une photo et c'est tout. C'est tout ce que j'ai, donc maintenant je peux maintenir le cercle pour rechercher. Je pense que je vais devoir le faire. Voilà, il est visible et je vais juste appuyer dessus. Maintenant, je vais le faire. Avant qu'il n'entre vraiment dans les détails, je dois dire que cette photo n'est pas terrible. La sangle en cuir marron ici, à cause de l'éclairage, n'est pas très marron sur la photo. C'est-à-dire, dans votre cas, ça paraît presque noir, mais c'est en partie à cause de l'exposition de l'appareil photo. Mais quand même, sur la photo elle-même, pour moi, ça paraît encore un peu plus foncé que ce que c'est en réalité. Dans ma main, juste ici. Donc c'est important parce que des choses comme la recherche ici vont aussi être un peu perturbées par cette sangle qui paraît sombre. Et vous pouvez voir. Elle est effectivement perturbée puisqu'elle me montre ici une version avec une sangle noire. C'est carrément noir, mais par exemple, celle-ci juste ici est marron. Et c'est la montre que j'ai réellement. Je pense qu'il y a un petit souci ici. Voilà, donc c'est bien la montre que je possède. Voilà. À part avoir une photo, ça ne nous aide pas vraiment, n'est-ce pas? Donc on peut continuer à la chercher et, en se basant sur les images, essayer de la retrouver. Ou alors on peut simplement revenir ici et... Ok, c'est très proche. C'est 24 700. Celle que je montrais, c'était la 800. Donc la 700 est celle qui a un bracelet noir. Donc, comme je l'ai dit, ça s'est un peu embrouillé à cause de ça, même si bizarrement, celle-ci indique que c'est la 800. D'accord, mais je peux déjà voir
la voilà, et quand je clique dessus, je peux être sûr que ça va m'emmener vers les bonnes informations à ce sujet. Parce que ce que je viens d'ouvrir, c'est littéralement exactement ce que j'ai juste ici. Ceci, c'est bien ça. Ça vient de... J'ai acheté ça chez ce vendeur sur ce site. Donc, en gros, je peux être absolument certain que ce qui s'affiche ici est le bon numéro de modèle, puisque c'est ce que j'ai acheté à cette personne. Maintenant, normalement, on n'aurait pas ce genre de certitude, n'est-ce pas? Mais on peut simplement commencer à regarder les photos et on pourra trouver plus ou moins ce qu'on cherche. Et vous voyez, je pense que celui que je chercherais, c'est celui-ci, juste là. Mais encore une fois, celui-ci a le bracelet marron et c'est le 7 cents, alors que celui-ci était le 8 cents. Donc c'est un peu étrange. Mais c'est littéralement le même. Et on peut clairement voir... Oups, reviens en arrière. Donc oui, ce sont bien les mêmes. Maintenant, si tu veux signaler le jour de la semaine en rouge et le noir de mon côté, seul le dimanche est en rouge. Les autres sont en noir. Donc dans tous les cas, ça rend la recherche de ce genre de choses super facile. Des modèles qui auraient beaucoup de variantes différentes, beaucoup de modifications. Par exemple, comme les montres, qui ont une multitude de marques différentes, plusieurs modèles différents. Il suffit de sortir ton appareil photo, de prendre une photo ou littéralement d'activer Circle to Search pendant que tu la regardes et de simplement appuyer dessus et il la trouve instantanément. Maintenant, pour être honnête, ça marche beaucoup mieux quand tu regardes ça sur le navigateur où les photos sont de bien meilleure qualité. Alors, disons juste, en restant sur la même bêtise, tu pourrais arrêter avec ça. Oh, pour l'amour de Dieu, t'es stupide ou quoi? Je sélectionne juste n'importe quoi, peu importe. Voilà, donc je vais refaire un truc du genre, encore une fois. Allons dans les images. D'accord. Désolé pour ça, en tout cas. Ici. Et si on y... Non, en fait, voilà ce qu'on va faire. Revenons plutôt exactement là-bas, à notre point de départ. Donc ici, on aura plein de photos différentes, non? Donc encore une fois, c'est ce que je faisais. Je n'ai aucune idée de ce que sont chacun de ces modèles, mais probablement qu'en cliquant sur la photo, je pourrais le savoir. Mais on peut cliquer sur n'importe laquelle, il n'y a pas de numéro de modèle. La photo, par contre, est plutôt bonne, elle est nette. Donc, c'était vraiment particulièrement étrange. Non, pas le texte. Voilà, et ça devrait être plus précis car la photo que je choisis est très nette. Les couleurs dessus sont bien définies, donc Circle to Search peut plus facilement identifier ce que c'est. Et ça me dit que c'est 10 200 et 10 200. Et la photo visible juste ici correspond à ce que je viens d'essayer de rechercher. Donc voilà. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un outil assez polyvalent et ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire. Il peut évidemment sélectionner, comme vous l'avez vu précédemment, du texte à partir d'images, ce qui est très pratique. Et en plus, il permet aussi de détecter de la musique. Donc si on le maintient, vous pouvez aussi voir juste ici cette icône de musique. Autorisation d'afficher au-dessus, oui bien sûr. Nous allons le faire au-dessus d'autres applications. Cool. Et cela devrait alors nous permettre de le lancer, non? Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il était maintenant à l'écoute, et s'il y a de la musique qui joue, il va la détecter et vous dire ce que c'est. C'est en gros comme si Shazam était maintenant intégré à votre téléphone sans avoir besoin de Shazam, donc vous avez une belle polyvalence avec ça, et c'est un peu dommage que ça s'appelle Circle to Search, ce qui est. C'est un peu contre-intuitif par rapport à la façon dont on le lance maintenant. Quoi qu'il en soit, cela résume en gros la vidéo. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.